Alors aujourd'hui, on va parler du Lightning Network avec Fanis. Bonjour Fanis. Salut Marius, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, nickel. Est-ce que c'est bon niveau son? Ouais, parfait. Super. Très quali, donc c'est cool. Merci à toi de venir pour parler du Lightning Network aujourd'hui. On va parler de toi rapidement, de ce que tu fais, et ensuite on va rentrer dans le dur du sujet. Euh, Voilà, donc je pense on va Ça essayer marche, de clairement. tenir en 1 heure, même si la dernière fois pour ceux qui étaient là avec Agelex, je voulais aussi tenir en 1 heure et au final on a fait presque 2 heures. Donc ça va dépendre de vous aussi, des questions que vous allez avoir. Donc voilà, on va commencer. Juste très rapidement, avant qu'on commence réellement, je vais vous épargner un petit message juste dans le space. Je suis en train de préparer ça avec 2 liens. Un lien qui est le lien, donc vous allez voir un lien de Discord. Je vous invite à rejoindre notre Discord et on a créé exprès pour pour cette émission, donc pair à pair que j'anime maintenant. Ça va être une émission hebdomadaire. Un groupe qui est privé, qui est pas accessible à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde ne peut pas, enfin tous les utilisateurs de notre Discord public ne peuvent pas y avoir accès. Donc il vous suffit juste de rejoindre Discord et de mettre un message dans n'importe quel chan, par exemple Blabla. Et vous écrivez juste UTXO, donc UTXO, les 4 lettres quoi. Et ça va automatiquement supprimer le message et vous donner accès à un chat privé exprès pour l'émission. Et donc dessus on échangera sur l'émission. Je vous donnerai des exclus avec les invités en avance, essayer de discuter un petit peu quel sujet on pourrait aborder avec eux, quelles questions, est-ce qu'il y a des questions que vous-même personnellement vous voulez poser, etc. Bref, plein d'autres choses qui arrivent. Et le deuxième lien, c'est la chaîne YouTube sur laquelle tous les épisodes seront publiés, seront republiés. Donc bientôt, normalement, il y aura l'épisode avec Agelex qui sera mis. Et à l'avenir, ils seront tous aussi republiés. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le YouTube. Et voilà, aussi, donc le podcast sera aussi disponible sur toutes les plateformes de streaming. Ça devrait venir dans les prochains jours. On est encore en train de tout préparer. Donc voilà. Je vois qu'il y a du monde qui est en train de rejoindre aussi. Et donc on va commencer directement. Rebonjour Fanis. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui parce que pour la petite histoire, c'est assez spécial pour moi parce que pour le premier article que j'ai écrit pour Cryptost, qui était sur les Taproot Assets, pardon, euh, je t'avais posé quelques questions, je t'avais envoyé un DM et tu m'avais aidé très gentiment pour pouvoir, pour que je fasse un meilleur article. Et donc, tu es un peu aussi à l'origine de mon travail avec Cryptost. Et donc voilà, je te rends un peu l'appareil ce soir. C'est gentil, bah super. En tout cas, j'aime beaucoup ton travail, donc je suis content d'avoir pu t'aider à ce moment-là. Et voilà, super sympa. Merci beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup ce que tu as fait et notamment ta formation sur le Lightning Network que tu as fait. Je pense que c'était en 2021. Donc c'était LN201. Il me semble que c'était la première formation francophone sur le Lightning Network, non? euh, Je sais pas si tu me confirmes Je, ou c'est une ouais, je légende. pense. Disons que c'est la première qui vraiment essayait enfin, de ce que je sais, hein, qui se voulait accessible sans trop de connaissances au préalable et qui était un peu complète au sens où il y avait un peu un début et une fin, quoi. Une fois que tu l'avais regardé, tu avais une compréhension à peu près. Quand même, tu restes un peu en surface, mais quand même un peu aussi dans les détails de comment ça fonctionne et tu avais une meilleure idée de voilà comment marche le truc. Ouais. Et carrément parce que moi ça m'avait vraiment aidé. J'en avais entendu parler du Lightning Network. Je crois que j'avais peut-être commencé à l'utiliser avec des portefeuilles custodiales genre Blink. Enfin à l'époque c'était même Bitcoin Beach Wallet. Ouais. Et je commençais à m'intéresser pour pouvoir construire un nœud Bitcoin et Lightning. Et donc ta formation m'avait
bien aidé à comprendre comment est-ce que ça fonctionnait pour pouvoir ensuite construire mon nœud. Donc j'ai pas fait un nœud très compliqué, mais j'ai fait sur Umbrel, quoi, un peu comme la majorité des gens, j'imagine. Et donc ça m'avait vraiment aidé. Donc j'invite tout le monde à aller voir cette petite formation si jamais aujourd'hui, enfin le sujet vous intéresse et vous voulez vraiment approfondir. Donc maintenant c'est disponible sur le site de Plan B Network. Je vous mets aussi un petit pin avec le lien de la formation. Il me semble que ça dure 6 heures environ. Maintenant sur Plan B il y a aussi un petit quiz, etc. Enfin vous verrez, l'UX est vraiment bien faite. Donc si vous voulez approfondir, allez-y, parce que ça va pas être ce soir qu'on va vraiment aller dans les détails, on va plus parler de la philosophie autour du Lightning, même si on va parler très brièvement de comment est-ce que ça fonctionne. Enfin, pas brièvement, mais on va en parler. Donc voilà. Donc Fanny, tu es aussi développeur chez LN Market. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est LN Market et aussi qu'est-ce que tu y fais? Ouais, carrément. Du coup, LN Market, c'est une plateforme de trading, donc c'est un site web de trading comme je sais pas, comme Binance si vous voulez. Mais on n'a que des produits dérivés de Bitcoin. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la seule paire disponible, c'est Bitcoin dollar. Et produits dérivés, c'est-à-dire que c'est pas vraiment directement Bitcoin que vous allez pouvoir trader sur la plateforme, mais c'est des produits financiers qui permettent de s'exposer à Bitcoin d'une manière un peu différente. Donc nous, on a les futurs perpétuels et des options. Mais en gros, ça permet, si on dit simplement, de parier à la hausse ou à la baisse, et avec, dans certains cas, une date d'expiration de ce pari. Et dans certains autres cas, il n'y a pas de date d'expiration et vous pouvez, et c'est voilà, c'est perpétuel. Et notre facteur un peu différenciant, c'est que on a depuis toujours le Lightning Network au centre du fonctionnement de la plateforme. Et donc, on a été l'une des premières plateformes de trading de produits dérivés à permettre de déposer et retirer du Bitcoin via Lightning Network. Parce que du coup, quand vous devez acheter, quand vous voulez trader un produit dérivé, vous devez déposer du collatéral en Bitcoin pour pouvoir ouvrir votre trade. Et donc l'innovation, c'était que vous pouviez maintenant faire ce dépôt via Lightning. Et donc ça permet de faire un dépôt de manière instantanée. Ce qui est très intéressant pour les traders parce que sinon l'autre mode de fonctionnement, ça serait de devoir laisser les sous sur l'exchange pour qu'ils soient disponibles quand on en a besoin, quand on identifie une opportunité, etc. Et là, c'est plus le cas parce qu'avec Lightning, on peut les avoir sur son propre wallet en self-custody. Et dès qu'on a besoin de mobiliser des fonds pour pouvoir ouvrir un trade, on peut tout simplement les envoyer instantanément de son wallet self-custodial vers LN Market et pour déposer le collatéral. Donc une fois que le collatéral est déposé sur LN Market, pour le coup, on est sur un mode plus classique au sens où temporairement LN Market a la custodie des fonds. Mais après, une fois que l'utilisateur ferme son trade, il peut de la même manière retirer ses fonds de manière instantanée via Lightning. Donc ça permet en gros de minimiser le temps pendant lequel il faut faire confiance à la plateforme parce que c'est elle qui a la custodie des fonds. Super, bah merci pour cette présentation très complète. Et donc en effet, j'ai pas mal testé, j'ai pas beaucoup utilisé, mais j'ai testé plusieurs fois, à plusieurs reprises depuis peut-être 1 an, 2 ans, où j'y suis allé plusieurs fois et ça marche très bien. J'ai testé à partir de la plateforme classique, mais aussi via l'accès que vous avez, via l'application sur Umbrel justement. Et donc ça marche très bien dans les deux cas. Je vous invite à aller faire un tour dessus, surtout que aujourd'hui sur Binance, il me semble que c'est même plus autorisé le trade de dérivés, ou c'est avec levier, peut-être qu'ils ont limité l'accès. Et donc sur Lightning Market, LN Market, c'est un peu plus accessible, quoi. Et bon, on va pas rentrer non plus dans les détails de LN Market, même si c'est un sujet très intéressant. Donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est le Lightning Network, quel problème ça résout, et pourquoi est-ce qu'au final on en a besoin, pas forcément de Lightning directement, mais d'une solution similaire. Pourquoi est-ce que tout simplement une transaction on-chain n'est pas suffisante et pourrait être problématique pour certains utilisateurs?
Ça fait une petite question, ça englobe pas mal de choses. Très simple. Lightning, ça résout en gros deux problèmes, deux limitations plutôt, on va dire, de Bitcoin on-chain, qui sont la scalabilité. Donc par là, ce qu'on veut dire, c'est comment faire en sorte que ce soit utilisable comme moyen de paiement par 100 millions de personnes ou 1 milliard, etc. Et l'autre problème, c'est la finalité des transactions. Donc sur Bitcoin actuellement, Bitcoin on-chain, quand vous faites une transaction, si la personne qui reçoit les fonds veut être bien sûre de les avoir, il faut qu'elle attende au moins une confirmation. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle attende que la transaction soit mise dans un bloc, que ce bloc soit miné par un mineur et ajouté à la chaîne principale. Si elle fait pas ça, juste quand elle voit la transaction comme étant en cours mais pas confirmée, et qu'elle accepte le paiement à ce moment-là, la personne qui le reçoit, elle fait un peu confiance à la personne qui envoie le paiement pour pas essayer de faire une double dépense. Une double dépense entre guillemets, hein. Donc parce que la personne pourrait toujours remplacer la transaction tant qu'elle n'est pas encore confirmée dans un bloc. Et donc le problème, c'est comme on a un bloc toutes les 10 minutes en moyenne sur Bitcoin, ça rend Bitcoin peu pratique pour le commerce dans le monde physique. Par exemple, voilà, vous allez faire vos courses au supermarché du coin, vous payez un café, etc. Le simple fait de devoir attendre au moins 10 minutes pour que la transaction soit confirmée, ça rend la chose peu pratique pour le commerce réel, ce qui n'est pas du tout le cas pour le commerce en ligne, parce que pour le commerce en ligne, pour le coup, on est beaucoup plus en asynchrone. Je fais ma commande, je la paye, et puis une fois que la transaction est minée, là, le commerçant, il peut m'envoyer le produit ou le service, mais c'est pas du tout pareil dans le monde réel. Donc ça, c'est vraiment un des gros trucs que Lightning permet de résoudre, parce que sur Lightning, pour le coup, on a un settlement qui est quasiment instantané. Donc ça prend juste le temps que l'information se propage du début à la fin dans le réseau. Mais voilà, c'est quasiment instantané, ça prend 1, 2, 3 secondes pour settle le paiement, et c'est un settlement final, quoi. C'est pas comme Visa ou Mastercard où le settlement, on a l'impression qu'il est instantané, mais pour de vrai, il prend plusieurs jours ou plusieurs semaines. Ouais. Et donc du coup, comme tu l'as bien rappelé, c'est tout simplement pour avoir une confirmation et être sûr que la transaction est vraiment passée plus rapidement. Donc pour pouvoir permettre un usage plus quotidien. Donc comme tu as rappelé, c'est payer son café. Donc en soi, on pourrait imaginer, je pense, une utilisation on-chain avec dans un environnement où les frais sont relativement faibles. On pourrait payer, je sais pas, par exemple, à plusieurs mois, on avait des frais quand même qui étaient très bas, mais ça faisait quand même des frais pour une transaction relativement simple de peut-être 1 ou 2 dollars. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais admettons, on le fait quand même dans une période où les frais sont relativement bas. Donc, si on veut quand même acheter un café qui va coûter, je sais pas, 3-4 euros, payer 2 dollars de frais, ce serait quand même beaucoup trop. Et donc pas accessible à tous, parce que si on devait payer 2 dollars à chaque transaction, chaque paiement qu'on fait, ce serait pas du tout accessible pour une adoption de masse. Et donc c'est là que, du coup, comme tu le dis, le Lightning Network prend ce rôle. Est-ce que, avant que j'aille à la deuxième question, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je t'ai peut-être coupé. Ouais, non, effectivement. Disons que il y a le côté frais où effectivement Lightning est quand même toujours meilleur que on-chain. Après, il y a eu comment dire, il y a eu une espèce les gens s'attendaient beaucoup à ce que Lightning soit tout le temps des frais très bas, et là on a un peu mûri en tant que communauté là-dessus, et on se rend compte que c'est pas possible que ça soit des frais extrêmement bas. Donc c'est juste pour nuancer un peu le côté frais. Pour moi, vraiment Lightning, le use case numéro 1, c'est le settlement instantané. Après, il y a la scalabilité et donc les frais de transaction moins élevés. Mais il faut quand même, on aura le temps d'y revenir, je pense, mais il y a quand même des frais de transaction sur Lightning pour rémunérer différents acteurs qui participent au réseau. Ouais, on y reviendra un peu plus tard, mais en effet, une transaction Lightning reste toujours moins chère qu'une transaction on-chain, mais ça peut quand même être relativement élevé en fonction de quelle partie du réseau ou de où est-ce que la transaction passe. Mais là, du coup, je rentre un peu trop dans les détails.
Et Ouais. donc, pourquoi est-ce que en fait on a besoin deuxième question, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un layer 2 comme Lightning et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas tout simplement, par exemple, augmenter la taille des blocs ou la fréquence des blocs comme certaines autres blockchains le proposent? Ouais, donc ça a été vraiment l'enjeu de beaucoup de débats pendant la Block Size War, donc en gros fin 2014-2015 et puis qui a connu son apogée en mi-2017. Pour répondre simplement, le gros problème à faire ça, c'est que on veut que Bitcoin reste décentralisé, aussi bien du côté des mineurs et aussi du côté de la décentralisation des nœuds complets. Donc, ce qu'on appelle un nœud complet, c'est une machine qui fait tourner le logiciel Bitcoin et qui va, à chaque transaction et à chaque bloc, en vérifier la validité. Donc, c'est-à-dire, elle va vérifier que la transaction suit bien les règles du protocole Bitcoin. Euh, et pareil pour tous les blocs qui sont ajoutés par les mineurs. Et pour que ce processus, pour que le réseau entier reste décentralisé, il faut que ce processus de validation reste accessible au plus grand nombre. Donc ça implique de pouvoir faire tourner un nœud Bitcoin complet sur de la machine, voilà, au milieu de gamme, voire bas de gamme. Alors après, ça dépend un peu où est-ce qu'on situe le milieu, bas de gamme, etc. Mais voilà, il faut que ça reste vraiment accessible au plus grand monde sans avoir besoin d'investir dans une machine de guerre euh, très très performante et très très puissante. Et le problème, si on augmente la taille des blocs ou si on réduit le temps entre deux blocs, ce qui revient alors plus ou moins au même, même s'il y a des petites différences, c'est qu'on augmente considérablement justement les performances requises pour faire tourner un nœud, et donc ça nuit complètement à la décentralisation. Ça, c'est la première raison qui est l'une des plus importantes. Et après, il y a aussi d'autres problèmes qui sont que ça ressemble un peu à de la micro-gestion, enfin à mon sens en tout cas, du protocole. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'autorise à augmenter la taille des blocs, ou bien une fois qu'on se dit, OK, on va augmenter la taille des blocs de 2 mégas tous les 6 mois, etc., comment est-ce qu'on sait, enfin, comment dire, ça implique que du coup, on s'autorise peut-être à le faire plus tard, à le faire encore plus fort si jamais il y a une demande, etc. Donc c'est une augmentation qui de toute façon sera forcément linéaire de la taille de l'espace dans les blocs, alors que potentiellement la demande elle peut être exponentielle. Et en plus, et ça on l'a constaté sur d'autres chaînes qui ont justement fait le choix d'augmenter la taille des blocs, l'espace supplémentaire qu'on met qu'on permet d'avoir dans des blocs, en général, il a tendance à être pris par des transactions pour tout et n'importe quoi. Donc, on peut penser par exemple à BSV, qui est un fork de Bitcoin Cash, qui lui-même est un fork de Bitcoin avec des blocs plus gros. Et donc, dans ce fork-là, les blocs sont tellement gros que il y a vraiment des choses comme de la donnée météorologique qui est enregistrée dans les blocs, parce qu'en fait, il y a tellement d'espace que les fees sont dérisoires. Et donc, on peut se mettre à stocker des choses qui n'ont pas forcément vocation à être là. Et par contre, le corollaire, c'est que c'est très très compliqué de faire tourner un nœud sur la blockchain BSV, au point où même des entreprises spécialisées avec du gros hardware ont fini par renoncer parce qu'elles n'arrivaient plus et qu'il y avait des désynchronisations entre les quelques nœuds qui arrivaient encore à faire tourner. Donc c'est ce qu'on voit aussi sur Solana, par exemple, pour prendre un exemple qui peut-être parle plus, parce que c'est un peu plus actuel et un peu plus hypé. Mais Solana, c'est un peu ce même genre de problème aussi et qui conduit à avoir la blockchain Solana qui ferme de temps en temps parce que on n'arrive plus les validateurs n'arrivent plus à suivre. Ouais, ça je trouve que c'est un point très important à rappeler. Donc merci pour ce petit résumé. Mais en effet, c'est aussi quelque chose que je pense est compliqué ou en tout cas pas très accessible, que moi j'avais du mal à comprendre au début, qu'en fait cette rareté d'espace de bloc était aussi important. Et quelque chose que j'aime bien mettre en avant, c'est que quand je décris Bitcoin ou quand je parle de Bitcoin à quelqu'un qui connaît pas forcément, c'est de lui dire déjà Bitcoin c'est deux choses. Il y a Bitcoin la monnaie et Bitcoin le réseau. Et donc la monnaie elle est rare parce qu'elle est limitée et le réseau aussi est rare et convoité parce que son espace est limité, parce que tout le monde ne pourrait pas l'utiliser comme il en aurait envie et comme il pourrait pas être spammé de la même manière que on spamme des transactions sur le Lightning Network ou sur Solana comme tu l'as dit. Et donc voilà, c'est un point sur lequel je trouvais important d'avoir ton avis dessus. Et pour le coup, on se rejoint dessus.
Et donc du coup, donc on a compris pourquoi est-ce que augmenter la taille des blocs et ou augmenter la fréquence des blocs était pas viable. Euh, mais pourquoi est-ce que on a choisi Lightning Network et pas une autre infrastructure? Est-ce qu'il y avait je sais pas, une autre infrastructure qui était possible de faire, ou est-ce que c'était vraiment la seule solution qu'on avait, ou est-ce que c'est la meilleure solution qu'on avait, et pourquoi enfin aujourd'hui on a d'autres solutions par exemple qui sont en train d'être développées, et du coup ça ferait une deuxième question en même temps. Mais pourquoi est-ce que tu penses que ces nouvelles infrastructures, euh, par exemple, on a BitVM qui a été annoncé il y a pas longtemps, RGB qui est en développement depuis plusieurs années, etc. Et pourquoi, du coup, pourquoi est-ce que ces transactions, enfin ces infrastructures-là n'ont pas pris le devant sur le Lightning Network? Déjà, je pense qu'il y a deux parties dans la question. Ouais, Une première, c'est peut-être pourquoi est-ce qu'on est allé plus généralement vers une architecture en couche mais c'est une idée qui est maintenant est complètement admise et très répandue, c'est-à-dire de faire du scaling avec un layer 1, Bitcoin par exemple, qui est vraiment la base, et après pour faire du paiement rapide, etc., on va faire des layers 2, donc des surcouches au protocole principal. C'est ce qu'on observe aussi sur Ethereum par exemple, et donc l'idée de faire, alors je suis pas du tout le développement Ethereum, mais il y avait l'idée à un moment donné de faire du sharding, donc avec qui pour moi est différent du L2 parce que c'est plutôt faire des espèces de sous-chaînes, on va dire, qui m'a l'air d'avoir été plus ou moins mise de côté parce qu'ils se sont dit que plutôt on va faire des L2 avec les roll-up, etc., ce genre de choses-là. Et donc ça, c'est une idée qui fait sens et ça rejoint un peu ce que je disais sur le fait que la demande en capacité de transaction en débit, elle est potentiellement exponentielle. Et donc finalement, tu peux pas vraiment scale ta L1 parce que tu es très vite limité et très vite la croissance que tu vas pouvoir avoir, elle sera linéaire. Tu vois, c'est ce qu'on disait sur le fait d'augmenter la taille des blocs, etc. C'est forcément linéaire. Alors que là, du coup, si tu fais tout un réseau euh, qui est vraiment dédié au paiement au-dessus de ta blockchain principale et que tu vas ensuite utiliser cette blockchain principale comme une sorte d'endroit où tu vas pouvoir ancrer certaines informations, mais vraiment de manière euh, très retenue, très condensée, finalement, tu as accès à vraiment... tu peux décupler complètement la capacité transactionnelle. Donc je pense que c'est vraiment ça qui a justifié cette direction-là avec les layers. Et ensuite, pourquoi Lightning Alors je suis pas complètement, comme j'étais pas trop là à l'époque où il y a eu toutes ces discussions, je saurais pas dire si c'est vraiment des concurrents très sérieux à l'époque. Mais ce qui est clair, c'est que Lightning, le but, c'était vraiment d'essayer d'avoir de la scalabilité tout en ne renonçant pas au principe fondateur de Bitcoin, donc le côté sans permission, résistant à la censure et self-custodial. Et donc c'est vrai que Lightning, par exemple, a un certain nombre de faiblesses, on aura peut-être le temps d'en parler, mais qui sont justifiées par le fait qu'il y a vraiment eu cette volonté de faire quelque chose où, par exemple, tu peux, sans demander la permission à qui que ce soit, ouvrir un canal Lightning et puis après, plus tard, le fermer, etc. Tu es vraiment le capitaine à bord quoi, sur tes canaux Lightning, à la différence d'autres architectures comme les roll-up, par exemple, qui sont beaucoup plus centralisées, parce que typiquement, tu vas avoir un ou plusieurs séquenceurs qui vont, voilà, sur un roll-up, mettre de l'ordre dans les transactions et puis ensuite venir faire une empreinte on-chain, mais du coup, on perd complètement, par exemple, le côté résistant à la censure. Souvent aussi, c'est des multisigs, donc on perd un peu le côté self-custodial, etc. Alors que vraiment, Lightning, pour le coup, c'est des tout petits multisigs à deux personnes à chaque fois, donc c'est très distribué. Et à chaque fois, chaque participant a un contrôle quasi total sur ses fonds. Et donc, on est vraiment sur du self-custodial, très résistant à la censure, etc. Donc, c'est vraiment ça qui a justifié, je pense, la direction dans le développement. C'était le fait de ne pas vouloir renoncer à ce qui fait Bitcoin finalement en passant sur du L2. Ouais, du coup, pour revenir sur les L2 que tu parlais d'Ethereum, en effet, un des gros problèmes aujourd'hui, c'est que en fait, elles sont toujours en développement, si on peut dire, et la majorité d'entre elles
sont encore gérés par qu'une poignée de développeurs et qui a pour vocation, dans un avenir plus ou moins proche, à se décentraliser, en tout cas à se distribuer. Donc on va pas rentrer non plus dans le détail de proof of stake, proof of work, etc. Ce serait beaucoup trop long aujourd'hui. Mais en gros, c'est aujourd'hui qu'une poignée de développeurs et, comme tu as dit, qui détiennent des clés d'un multisig par exemple, donc d'une adresse qui gère les fonds et qui peut être ouverte et utilisée par qu'une poignée d'utilisateurs et d'utilisateurs, de développeurs. Et donc là, pour le coup, avec Lightning, c'est pas le cas, comme tu le dis. Donc c'est toi qui es un peu le maître de tes fonds, et c'est toi qui choisis de créer ton nœud, de le monter, et t'es pas dépendant d'une entité centrale. T'es dépendant que des personnes avec lesquelles t'es connecté du coup. Et donc si vous ne comprenez pas comment Lightning fonctionne, peut-être que vous n'avez pas compris ma dernière phrase. Et donc justement, vient ma prochaine question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans un premier temps qu'est-ce que c'est Lightning, mais explique-nous peut-être d'une manière comme si on ne connaissait rien et on est, je sais pas, on a 5 ans et on n'a que des bases sur Bitcoin. Voilà, très brièvement, pour être sûr que tout le monde comprenne au moins la base du fonctionnement, de l'architecture au moins. Ouais, carrément, bien sûr. Du coup, Lightning, qu'est-ce que c'est alors, je vais dire une phrase et puis après, je vais expliquer les termes. Donc, la phrase, elle va faire peur, mais c'est normal. Lightning, c'est un réseau de canaux de paiement bidirectionnels. Donc, ce que ça veut dire, donc qu'est-ce que c'est déjà un canal de paiement bidirectionnel? On peut prendre l'analogie du compte joint. Donc, voilà, papa et maman, ils ont un compte ensemble à la banque sur lequel ils ont tous les deux le contrôle. Et donc, ils mettent tous les deux des sous dans ce compte joint. Mais pour sortir les sous du compte joint, il faut que les deux personnes soient d'accord. Donc, les deux personnes autorisent la transaction. Donc, ça, c'est le principe du compte joint. Et ce qui est intéressant, une fois qu'on a un compte joint avec des sous dedans, c'est qu'on peut prendre chacun une feuille de papier. Les deux personnes qui partagent le compte joint peuvent chacune prendre une feuille de papier. Et on commence par noter chacun combien il a déposé dans le compte joint initialement. Donc, mettons que le compte joint, il est entre Alice et Bob. Donc, Alice, elle a déposé 600 € et Bob, il a déposé 400 €. Ben, on peut noter sur le bout de papier que Alice, dans le compte joint, elle possède 600 € et Bob, il possède 400 €. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'à partir de là, on peut se faire des transactions entre Alice et Bob, et dans les deux sens, mais juste sur la feuille de papier, sans vraiment bouger les sous dans le système bancaire. Et donc pour faire ça, par exemple, mettons qu'Alice, elle doive 100 € à Bob, et bien juste, ils vont se mettre d'accord pour dire que maintenant, dans le compte joint, plutôt qu'avoir 600 €, Alice, elle en a plus que 500. Et maintenant, Bob, plutôt que d'en avoir juste 400, il en a 500. Donc les 100 €, ils ont changé de propriétaire sur la feuille de papier, et ils sont passés de Alice à Bob. Et on peut faire dans l'autre sens. Donc on a ce nouvel état, 500 d'un côté, 500 de l'autre. Et maintenant, disons que Bob, il doit 200 € à Alice. Et ben, ils vont juste refaire une nouvelle ligne dans leur feuille de papier. Et maintenant, le nouvel état, ça sera que Alice, elle a 700 € et Bob, il a 300 €. Et ben, un canal Lightning, c'est pareil, mais sur Bitcoin. Donc, c'est-à-dire qu'on ouvre un compte joint. Donc, c'est une adresse Bitcoin un peu spéciale parce qu'il faut du coup la signature des deux personnes pour dépenser les fonds qui sont dessus. Mais après, une fois qu'on a cette adresse, on peut faire des transactions entre les deux personnes qui contrôlent cette adresse sans que ça se voit du tout sur Bitcoin On-Chain parce que c'est juste des transactions qu'on fait en discutant en pair à pair entre les deux personnes qui partagent le canal. Et ensuite, j'ai dit aussi que Lightning, c'est un réseau de canaux de paiement. Et ça, c'est toute la force du protocole, c'est que non seulement quand on a un canal avec quelqu'un, on peut faire des transactions off-chain avec cette personne, mais en plus, si cette personne avec qui j'ai un canal, donc si je suis Alice, que j'ai un canal avec Bob et que Bob il a un canal avec Carole, je peux aussi envoyer des sous à Carole sans avoir de compte joint directement avec elle, simplement par des effets un peu de chambre de compensation où je vais transférer 100 € sur mon canal que j'ai avec Bob, donc ça c'est ce qu'on a vu juste tout à l'heure, et Bob lui va transférer 100 € à Carole sur le canal qu'il a avec Carole, et de cette manière il y a effectivement 100 € qui sont partis de moi et qui sont arrivés à Carole. Et donc voilà, on peut en plus du coup faire des paiements à des gens avec qui on n'a pas du tout de canal direct, qui sont même plus ou moins éloignés dans le réseau.
Et donc voilà, en gros, je sais pas si ça a été clair avec cette analogie, mais c'est en gros comment fonctionne Lightning. Ouais, c'est clair pour moi parce que je comprends plus précisément comment ça fonctionne, mais si dans l'audience vous avez des questions sur le fonctionnement, n'hésitez pas à mettre un message ou même à prendre la parole avant qu'on aille peut-être un peu plus loin. Mais si je peux reprendre pour essayer de vulgariser un peu plus, en fait, c'est comme si moi, par exemple, j'avais un canal de paiement avec Fanis, par exemple, et par exemple, je voudrais payer Loïc, Loïc qui est justement qui est en train de nous écouter. Je te cite parce que t'es sur mon visuel Twitter, t'es juste à côté de Fanis. Donc, si je veux payer Loïc, mais que j'ai pas de canal directement avec lui, eh ben, je vais en gros payer Fanis et Fanis va payer Loïc pour moi. Donc, c'est un peu utiliser un intermédiaire sans vraiment l'utiliser, enfin, sans être sans reposer sur l'intermédiaire parce que les fonds ne sont jamais gardés par Fanis, ils sont juste directement envoyés à Loïc. Et donc ça permet tout simplement de faire des transactions avec des frais relativement faibles parce que les frais qu'on va payer, ils vont être payés simplement lors de l'ouverture de ces canaux-là. Donc là, on va payer les frais comme une transaction plus ou moins classique sur la blockchain Bitcoin. Donc on sera un peu dépendant des frais au moment où on voudra passer cette transaction. Mais une fois que ces canaux sont ouverts, et ben les frais dépendent un peu de par où le chemin passe. Donc de par combien est-ce que le canal par lequel va passer nos paiements vont nous demander en frais. Donc voilà. Je vois pas de questions, donc c'est que ça devrait être plutôt bien compris. Et est-ce que du coup tu peux nous préciser un peu qu'est-ce que ça permet exactement? Donc faire des paiements entre des individus, mais peut-être un peu plus précisément, est-ce que ça permet d'autres choses que juste un paiement entre deux individus, entre moi et Loïc par exemple, ou est-ce que ça permet d'autres applications? Disons que le use case principal, c'est vraiment le paiement. Après, ce que ça permet, par exemple, qui est intéressant, c'est que ça permet de faire des paiements, ce qu'on appelle des micro-paiements, donc c'est-à-dire des paiements vraiment de très faible valeur. Donc, on peut même descendre jusqu'au millisatoshi sur Lightning. Je sais pas si tu as quelque chose en tête sur d'autres use cases que le paiement. Parce qu'après, in fine, ça se rapporte toujours à un paiement. Alors parfois, c'est entre deux particuliers, parfois c'est entre un particulier et une entreprise. Ouais, j'ai pas forcément d'idée précise, mais en effet, c'est plus pour les micro-paiements. Peut-être que je voulais t'emmener dessus, mais en gros, c'est que ça permet de faire des paiements qui sont très faibles, enfin très 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 petits. Donc tu parlais des millisatoshi. Donc un satoshi, c'est un 100 millionième de Bitcoin. Donc aujourd'hui, ça doit être moins de 1 centime. Et millisatoshi, c'est 1 millième de satoshi. Donc un millisatoshi, c'est un 100 milliardième de Bitcoin en gros. Si je me suis pas trompé. Et donc, ça permet de faire des transferts très faibles. Donc, sur Bitcoin, il me semble que l'unité minimum, c'est le Satoshi. Mais sur Lightning, c'est le millisatoshi. Donc, ça permet d'aller encore plus bas, même si on n'a pas encore aujourd'hui l'utilité d'aller dans les millisatoshi, à part pour le paiement des frais. Si je me trompe pas. Oui, exactement. En fait, ça a été mis en place effectivement initialement pour pouvoir payer des frais, parce que donc effectivement, les frais sur Lightning sont souvent, tu vas payer quelque chose comme 0,1%, je sais pas, je dis un chiffre au hasard, mais quelque chose comme ça de ton paiement. Et donc, si tu veux faire un paiement de 1 Satoshi, pour pouvoir payer 0,1% de frais sur un Satoshi, il faut forcément avoir accès à une sous-unité encore. Et donc, effectivement, c'était vraiment pour ça qu'a été introduit le concept de millisatoshi. Ouais. Et du coup, merci beaucoup pour cette explication. On va pouvoir aller un peu plus précisément dans le Lightning Network, donc dans ce qui permet, donc dans ses avantages et aussi dans ses limites. Donc quel est pour toi le principal avantage que Lightning Network offre à Bitcoin, ou en tout cas pour les utilisateurs de Bitcoin? Donc, comme je l'ai dit, à mon avis, le numéro 1, c'est vraiment le settlement instantané. Après, on a aussi quand même une relative décorrélation, une fois que tu es sur Lightning, des frais de transaction Lightning par rapport aux frais de transaction on-chain. Je dis qu'elle est relative parce que, comme on l'a expliqué,
un canal Lightning, pour l'ouvrir, il faut déposer des sous voilà, dans le compte joint, donc il faut faire une transaction on-chain, et pareil pour le fermer. Donc ça veut dire que tu as quand même une relation quand même entre les frais on-chain et les frais pour pouvoir déployer du capital dans Lightning. Et donc forcément, les gens qui déploient du capital dans Lightning vont ensuite adapter les frais qui prélèvent sur les paiements Lightning en fonction de combien ça leur a coûté de déployer ce capital. Donc c'est pour ça que c'est pas complètement indépendant, mais tu as quand même, tu vas a priori, enfin voilà, il y a quand même une différence notable entre les frais que tu vas payer on-chain et les frais que tu vas payer sur Lightning. Et ça, c'est d'autant plus intéressant, par exemple, que tu vas avoir un canal et que tu vas beaucoup l'utiliser. C'est là où c'est très intéressant. Si c'est juste pour faire, c'est pas intéressant, par exemple, d'ouvrir un canal pour faire juste un paiement ou un paiement je sais pas moi, par mois, ou je dis n'importe quoi. Après, ça dépend un peu, mais ça devient vraiment intéressant si tu utilises Bitcoin et donc Lightning, un peu au quotidien pour faire des achats. Parce qu'à ce moment-là, tu vas beaucoup utiliser le canal et donc tu vas vraiment amortir les coûts en tant que frais on-chain qu'il y a eu pour ouvrir le canal. Et ensuite, ça permet, dans une certaine mesure, de faire un peu scaler Bitcoin, c'est-à-dire de permettre à plus de monde de l'utiliser. Et ça le permet en faisant en sorte que toutes les transactions soient pas on-chain. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir une transaction on-chain à chaque fois que je m'achète mon repas, je vais plutôt ouvrir un canal un peu gros une fois, et puis après, à chaque fois que je vais acheter mon repas, ça sera grâce à ce canal, et donc il y aura eu une seule transaction on-chain, mais qui sera en fait la synthèse de dizaines de transactions qui vont avoir lieu dans le canal. Donc c'est un peu les trois grands avantages. Et donc pour l'utilisateur, c'est le settlement instantané et les frais réduits, principalement. Et niveau sécurité, parce que on parlait des L2 sur Ethereum par exemple, donc utiliser un L2 par exemple Arbitrum ou Optimism pour les plus connus, ça ajoute en fait une couche de risque où en fait la sécurité de nos fonds vont dépendre du consensus de ces layers 2. Et qu'en est-il du Lightning Network? Est-ce que ça ajoute aussi du risque de par peut-être la complexité du protocole, ou alors est-ce que ça hérite complètement de la sécurité de Bitcoin? L'un des risques principaux que ça ajoute, c'est que sur Lightning, les fonds doivent être dans ce qu'on appelle un hot wallet. Donc en gros, dans Lightning, à chaque fois que vous envoyez, que vous recevez, le nœud Lightning, il a besoin de faire des opérations de signature avec la clé privée. Et donc, ça veut dire qu'il faut que la clé privée, elle soit facilement accessible en permanence pour si vous avez un wallet mobile pour le téléphone, si c'est sur desktop, sur l'ordinateur. Et donc, c'est ce qu'on appelle des hot wallets. Donc, la clé privée, elle est stockée sur un appareil qui est connecté à Internet. Donc ça, c'est le risque principal quand on compare à des fonds qui seraient sur un hardware wallet comme Ledger, par exemple. On a cette grosse différence. Puis ensuite, il faut aussi que, par exemple, j'ai un peu parlé en préambule du fait que Lightning a vraiment été designé pour conserver au maximum le côté self-custodial de Bitcoin, c'est-à-dire vous connaissez la clé privée, c'est vraiment vos Bitcoins, mais c'est légèrement nuancé dans le cas de Lightning, c'est-à-dire qu'il faut que votre nœud soit en ligne pour pouvoir détecter éventuellement si la personne avec qui vous avez un canal n'est pas en train d'essayer de tricher et de vous voler de l'argent. Et bon, si c'est le cas, si votre nœud est bien en ligne, vous pouvez très facilement la punir et récupérer les fonds, récupérer l'intégralité des fonds du canal. Mais c'est aussi une différence de sécurité à noter. C'est qu'il faut il faut que son nœud soit pas forcément en ligne en permanence, mais revienne régulièrement en ligne pour pouvoir s'assurer de ça. Donc en général, on dit au moins une fois toutes les 2 semaines ou une fois par semaine, quelque chose comme ça. On a une question de Poisky Scientist qui nous dit: existe-t-il une seed phrase sur le réseau Lightning? Si tu peux répondre à ça. Ouais, complètement. En fait, c'est un nœud Lightning. On peut voir ça comme un nœud Bitcoin, mais qui sait faire des trucs en plus. Mais en sous-jacent, il y a quand même un wallet Bitcoin qui est là où vont être stockés les fonds qui vont ensuite être utilisés pour ouvrir des canaux. Mais du coup, de la même manière qu'un wallet Bitcoin classique, il y a une seed qui permet de dériver la clé privée. Là, c'est pareil. En fait, il y a une seed et donc vous avez ce fonctionnement-là avec une seed pour un wallet Lightning. La seule différence, c'est que là où une seed sur un wallet standard
Bitcoin on-chain vous permet de récupérer les fonds si jamais vous perdez le wallet. Sur Lightning, c'est un peu différent parce que tout ce que la seed permet de conserver, c'est finalement de régénérer les clés privées qui vont bien et donc de pouvoir récupérer les fonds on-chain. Mais par contre, ça ne permet pas de stocker, de backup l'état des canaux. Donc, en gros, pour reprendre l'exemple du compte joint, tout ce que vous pouvez savoir, c'est qu'il y a un compte joint qui a été ouvert et qu'initialement, il y avait 700 euros déposés par Alice et 300 euros déposés par Bob. Donc, vous ne savez pas du tout, au moment où, où votre wallet a craché, par exemple, vous ne savez pas du tout quel était l'état du compte joint, quelle était la répartition des fonds au sein de ce compte joint. Donc, c'est un peu ça la limitation. Donc, alors après, il y a des moyens de... Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que pour être au même niveau de sécurité et d'autonomie sur Lightning que on l'est avec Bitcoin juste en backupant la seed, il y a plus de trucs à backup sur Lightning. Donc ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais voilà, il y a un peu plus de complexité forcément de ce point de vue-là. Bah, merci pour la réponse. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez des éclaircissements. Il y a Science, du coup on a deux scientifiques dans l'audience, qui nous dit: n'existe-t-il pas un moyen de backup le channel state du wallet? Ouais, complètement. Mais donc, je pense qu'il fait référence au State Channel Backup, SCB. Mais en gros, ce que c'est juste que c'est un fichier où vous allez stocker en gros, avec qui vous avez des channels et qui vous permet ensuite de leur demander gentiment de force close le canal. Donc, en gros, ce qui se passe, peut-être pour dire pour apporter un peu de contexte, ce qui se passe, c'est que imaginons que votre nœud a cramé et donc vous avez plus du tout moyen de participer à la fermeture collaborative des canaux. Parce que pour rappel, un canal, c'est un compte joint où il faut la signature des deux participants du canal pour enlever des fonds qui sont dans le compte joint, donc pour fermer le canal. Et donc, si votre nœud a cramé, il manque l'un des deux signataires, forcément. Et donc, vous ne pouvez pas participer à la signature. Donc, c'est prévu dans le protocole, et donc il y a un moyen pour une seule des parties prenantes de fermer le canal tout seul. Et donc, en gros, ce que permet de faire ce fichier, c'est de savoir avec qui vous aviez des canaux et de leur demander gentiment s'ils peuvent faire une fermeture forcée du canal. Mais à ce moment-là, vous êtes complètement dépendant du fait qu'ils vont bien la faire. Et si vous avez perdu complètement, l'historique des différents états du canal, vous êtes obligé aussi de leur faire confiance sur le fait qu'ils vont bien fermer le canal avec le bon état. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas essayer de vous flouer en prenant plus d'argent que ce à quoi ils ont vraiment droit. Donc voilà, mais effectivement, il y a ce truc qui existe. Mais bon, le mieux, le plus safe, ça reste encore de backup l'état des canaux. Donc, c'est-à-dire d'avoir une copie vraiment de la répartition des fonds dans tous les canaux qu'on peut avoir sur son nœud. Alors, ça peut paraître un peu barbare pour ceux qui connaissent pas bien, mais on va parler des solutions qui permettent de pouvoir potentiellement s'affranchir de la gestion d'un nœud, etc. Il y a plein d'applications différentes et d'applications qui permettent ça. Juste avant, il y a une question qui dit: il est apparemment possible d'isoler la clé nécessaire à la signature des receive, donc entre guillemets, de celle nécessaire pour envoyer des fonds. Ceci permettrait, en théorie, d'utiliser un combo Ledger X Phoenix. On est loin d'un tel produit encore, d'après toi, Fanis? Je sais pas, je connais pas. Pour moi, c'est la même clé. Mais donc effectivement, il a link un article. Donc je sais pas, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Donc je sais pas trop. Mais effectivement, ça pourrait être intéressant. Alors après, je sais pas, je connais pas du tout. Ok, bon, on pourra peut-être y revenir plus tard si jamais il y a des personnes qui en savent plus dans l'audience et qui veulent participer. Donc du coup, on a bien compris quels sont les avantages, comment est-ce que ça fonctionnait, au moins dans les grandes lignes. Et donc, je voudrais qu'on parle un peu des limites, forcément, c'est le sujet de ce space, parler des limites. Mais du coup, je vais te poser juste la question qui est dans le titre et peut-être en arriver à ces limites et de pourquoi est-ce que Lightning pourrait potentiellement ne pas passer à l'échelle.
Donc, je te pose la question, est-ce que le Lightning Network peut-il vraiment permettre une adoption de masse? Ça dépend ce qu'on entend par adoption de masse, forcément. Mais effectivement, il y a de nombreuses limitations. Une qui est peut-être un peu triviale et qui était déjà mise en avant dans le white paper de Lightning Network, c'est que pour être sur Lightning, il faut avoir au moins un canal. Donc, c'est-à-dire que avec une autre personne, j'ai une adresse Bitcoin, j'ai une UTXO, voilà, qu'on partage, qui est notre canal Lightning. Ils avaient fait des calculs un peu, les gens, les deux personnes qui ont théorisé le Lightning Network, sur combien ça prendrait de temps pour faire passer, pour ouvrir un canal pour chaque personne sur Terre. Et donc, je sais plus combien c'était, mais je crois que c'était, ça se comptait en années, voire en dizaines d'années. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, si on veut faire passer 8 milliards de personnes sur Lightning, et qu'on utilise tous les blocs Bitcoin juste pour ouvrir des canaux, ça prend déjà un temps fou. Et donc, en plus, bien sûr que les blocs Bitcoin ne vont pas servir qu'à ça. Donc, il y a déjà cette première limitation assez claire sur ce point-là. Et ensuite, après, il y a un certain nombre d'autres limitations sur le fait que est-ce que c'est suffisamment facile aujourd'hui, par exemple. Donc ça, j'aurais tendance à dire que c'est quand même une limitation qui s'améliore considérablement avec le temps et qui est plus vraiment un gros problème. Après, il y a aussi le côté, ce qu'on appelle le problème de la liquidité entrante sur Lightning, donc c'est-à-dire le fait qui est un peu contre-intuitif, voire beaucoup, qui est que pour recevoir des fonds, il faut soit que j'en ai déjà envoyé, soit que quelqu'un ouvre un canal vers moi. Donc c'est un peu contre-intuitif, c'est pas comme Bitcoin on-chain où j'ai juste à générer un wallet et je donne une adresse à quelqu'un et il peut m'envoyer des sous. Là, c'est un peu différent. Et puis après, il y a toutes les problématiques qui ont trait au fait que Lightning reste un peu dépendant quand même des conditions de frais de transaction on-chain. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si j'ouvre un canal Lightning et que les frais on-chain ils sont à 1000 sats par byte, il va falloir que je paye ces frais-là pour ouvrir un canal Lightning. Donc finalement, si moi c'est pas vraiment dans mes moyens, je peux pas utiliser Lightning. Mais comment dire, je peux pas non plus utiliser Bitcoin. Donc en ce sens-là, Lightning est pas pire, il est globalement mieux. Mais c'est vrai que ça résout pas tous les problèmes et c'est pas du tout une panacée de ce point de vue-là. Eh bien, merci, tu as fait un petit résumé, tu as relevé trois problèmes. J'en ai noté aussi, moi, quelques-uns de mon côté. Mais je voudrais d'abord peut-être qu'on s'arrête sur le problème des UTXO. Donc, pour rappeler peut-être ce que c'est un UTXO, en gros, en très large, sur la blockchain, un UTXO, c'est en fait comme un billet, en fait. Donc, si vous avez un billet de, je sais pas, un Bitcoin, par exemple, ou enfin, un billet de 10 euros, sur la blockchain, vous aurez un billet de, je sais pas combien ça fait exactement, mais on va dire un Bitcoin, si on revient quelques années en arrière. Donc, en fait, vous avez un billet et ce billet-là, c'est un UTXO. Et donc, pour le dépenser, si vous voulez dépenser la totalité, il vous faudra envoyer tout l'UTXO, donc dépenser tout le billet. Et si vous voulez dépenser sur les 10 euros, peut-être que 5 euros, je sais pas, pour acheter 3-4 baguettes, il vous faudra dépenser la moitié de cet UTXO. Et donc, il va falloir donner votre billet, donc l'UTXO sera en fait détruit et remplacé par deux autres, un de 5 euros qui sera donné au marchand et un de 5 euros qui vous reviendra. En gros, c'est la monnaie. Donc voilà, juste pour revenir sur ce terme-là. Mais c'est un peu complexe à vraiment détailler. On y reviendra dans un prochain épisode. Et donc du coup, la problématique, c'est que, en effet, donc c'est le problème qu'on a mis en avant au début du space, de l'espace de blocs et de la fréquence des blocs, parce que justement cet espace de blocs est rare. Il n'y aura pas assez de place sur Bitcoin pour pouvoir accueillir un UTXO par personne. Donc potentiellement que chaque personne ait un canal ouvert.
Donc voilà. Donc, à ton avis, est-ce qu'il y a des solutions pour réparer ça? Alors, il me semble que j'ai vu une interview de toi qui disait que potentiellement une des solutions serait à l'avenir d'augmenter l'espace de bloc. Mais du coup, on a un peu répondu à ça. Peut-être, si je pense que c'était toi. Donc voilà, si tu veux répondre à ça, quelle solution est-ce qu'on aurait pour justement que tout le monde puisse avoir accès à un UTXO? Alors, pour que tout le monde puisse avoir accès à un UTXO, je pense que c'est très complexe. Et à vrai dire, c'est un sujet qui est très débattu en ce moment, parce que il y aurait des moyens éventuellement, donc avec notamment peut-être avec ce qu'on appelle les covenants, donc il y a une grosse mise à jour de Bitcoin potentielle, hein, enfin un nouveau mécanisme dans Bitcoin qui est aussi très débattu. Ce serait théoriquement possible de faire en sorte d'avoir une UTXO dont le contrôle est partagé par je sais pas moi, 20 personnes. Donc on est vraiment sur un autre ordre de grandeur que ce qu'on peut faire actuellement. Donc actuellement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des multi-signatures, comme on fait sur Lightning entre deux personnes. Le problème, c'est que ça scale pas du tout bien parce qu'en gros, il faut que tout le monde soit d'accord, tous les participants, pour bouger les fonds. Et il suffit qu'il y en ait un qui soit pas d'accord pour qu'on puisse pas bouger les fonds. Donc c'est très vite, très vite, ça devient un peu horrible et il y a un nombre exponentiel de messages à signer, etc. Donc c'est compliqué. Avec les covenants, on pourrait faire ça de manière un peu plus simple. Mais il y a une question qui me paraît pertinente et qui est pas tranchée, j'ai l'impression, qui est en gros le truc derrière, c'est de dire il faut qu'on puisse partager un UTXO entre plusieurs personnes de sorte à ce que chaque participant puisse quitter cette UTXO partagée pour repartir avec sa propre UTXO. Mais ça me paraît un peu circulaire parce que le but initial de pourquoi on veut un UTXO partagé, c'est parce que c'est pas possible justement d'avoir tout le monde son UTXO. Et ensuite, on dit qu'on veut créer des systèmes UTXO partagés pour que chacun puisse repartir avec sa propre UTXO, alors que, a priori, c'était le problème initial. Donc ça me paraît un peu complexe de ce point de vue-là. Le problème, c'est que si on renonce à ça, ça veut dire qu'on accepte, in fine, que ce soit pas possible d'avoir du Bitcoin complètement self-custodial. Donc par complètement, je veux dire au sens complètement le plus strict, c'est-à-dire vraiment avoir sa propre UTXO. Donc honnêtement, moi ça me paraît être un débat qui est pas complètement tranché encore. Mais du coup, en admettant que ça soit une direction pertinente et intéressante, et bon après je sais pas trop s'il y en a d'autres, donc on va supposer ça. Il y a des mécanismes par exemple qui permettraient d'avoir ce qu'on appelle des channel factories, donc des usines à canaux, où en gros on peut avoir une seule UTXO qui est partagée par 20 personnes, comme je disais, et après au sein de cette UTXO partagée, qui est une espèce de gros canal, on peut avoir plein de plus petits canaux. Donc on a des mamans canaux et avec des petits canaux dedans. On a des trucs comme Arc par exemple, qui sont des systèmes où on a une espèce de coordinateur central qui gère les UTXO, mais ensuite dans ces UTXO-là, les utilisateurs ils possèdent ce qu'on appelle des virtual UTXO, et donc ils peuvent récupérer des fonds aussi et les faire sortir du truc, ou bien juste faire des transactions on-chain à l'intérieur du gros UTXO sans passer on-chain. Enfin, donc il y a plein de possibilités qui sont débattues, mais globalement, en ce moment, le gros truc à la mode pour faire ce genre de choses-là, c'est les covenants, qui sont pas consensuels. Donc il y a encore pas mal de résistance, j'ai l'impression, même si ça m'a l'air d'être un peu plus accepté qu'avant. Mais voilà, il y a BitVM aussi qui peut éventuellement être intéressant. Mais sinon, c'est vraiment compliqué, effectivement, ce problème de une UTXO par personne et du fait que vraiment le seul moyen d'être vraiment seul custodial, c'est d'avoir sa propre UTXO. Ça rend vraiment le scaling de Bitcoin de manière complètement self-custodiale très complexe. Du coup, les covenants, juste pour résumer ce que c'est en gros faire une mise à jour de Bitcoin qui pourrait permettre les personnes qui le choisissent de modifier la manière dont on pourrait dépenser certains Bitcoins. Est-ce que c'est un bon résumé ou pas du tout? Ouais, non, c'est ça. C'est ça. En gros, déjà, un truc super important à voir, c'est que
c'est la personne qui va recevoir les fonds qui choisit comment est-ce qu'ils sont contraints, ces fonds-là. Parce qu'en gros, c'est elle qui génère l'adresse sur laquelle elle va recevoir ces fonds. Donc, c'est pas le destinataire qui peut choisir quelle va être la contrainte sur les fonds qu'il envoie au destinataire. C'est vraiment le destinataire qui choisit quelle va être la contrainte. Et donc ensuite, effectivement, les covenants, donc ce qu'on appelle aujourd'hui des covenants, c'est des restrictions supplémentaires, des conditions de dépenses supplémentaires. Aujourd'hui, globalement, les conditions de dépenses, c'est en gros, il faut signer la transaction avec la bonne clé privée, ou bien il faut attendre un certain nombre de blocs avant de pouvoir faire la transaction. Bah là, on pourrait ajouter, donc ça dépend un peu des covenants qu'on fait, mais on peut ajouter des contraintes supplémentaires, comme par exemple, il faut que la transaction qui dépense les fonds, elle ait telle tête. Donc elle ait par exemple 2 inputs et 3 outputs. Voilà, on peut ajouter ce genre de conditions-là. Et en fait, en pouvant coder directement sur Bitcoin ce genre de conditions, ça permet de faire des choses très intéressantes. Par exemple, d'avoir une seule UTXO, mais qui est séparable uniquement d'un certain nombre de façons, de sorte à ce que chaque personne qui partage cette UTXO, elle est sûre que le seul moyen de la casser en plusieurs autres UTXO, c'est en faisant en sorte que chacun récupère ses fonds à la fin. Donc c'est en ça que les covenants peuvent jouer un rôle en termes de scalabilité. C'est en faisant passer la propriété effective réelle d'une UTXO, qui est très compliqué parce qu'il n'y a pas assez de place pour que chacun ait son UTXO, en une propriété en puissance d'une UTXO, où on a des espèces d'UTXO en puissance qui sont à l'intérieur de vrais UTXO. Ok, merci pour cette réponse complète. Moi-même, je n'ai pas encore bien approfondi ce sujet des covenants, mais voilà, on a fait une petite introduction et en gros, il y en a plusieurs idées de covenants, plusieurs manières de les faire. Et c'est ça justement qui est débattu, et surtout débattu, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc ça, c'est les débats qui animent la communauté Bitcoin depuis plusieurs mois, voire années. Et voilà. Une autre une autre solution que j'avais en tête, c'est par exemple Fedimint. Et justement, il y a Science qui pose une question, peut-être un mini point sur les fédérations eCash, qui sont une alternative à trade-off aux Covenants. Alors, je ne sais pas si par fédération, il mentionne... est-ce qu'il parle de Fedimint? Parce qu'il me semble que Fedimint, ça marche aussi sur un système de fédération, ou peut-être que je mélange plein de choses. Est-ce que... Non, t'as raison. Ouais, ok, pas super. Et du coup, est-ce que ça serait pour toi quelque chose de viable, une solution viable, ou pas du tout? Oui, enfin, moi, le eCash, je trouve ça intéressant, mais par contre, on perd complètement le côté self-custodial. Donc, peut-être pour faire un petit le eCash, c'est quelque chose d'assez ancien. C'était vraiment, en gros, c'était comme ça qu'on imaginait qu'on allait faire de la monnaie électronique, du cash numérique sur Internet, avant qu'il y ait Bitcoin. Et le fonctionnement, c'est qu'il y a un serveur central qui, quand on dépose de l'argent dans le système, donc ce qu'on appelle une mint, donc auprès du serveur, quand on dépose des sous, il va nous remettre des tokens, mais qu'il ne sait pas lesquels il nous a remis entre guillemets. Et ensuite, nous, on va pouvoir, au sein de cette mint, envoyer des tokens à d'autres personnes. Et ils vont ensuite les échanger contre de nouveaux tokens pour la même valeur auprès du serveur central. Et en bref, ça permet d'avoir de l'argent qui est intraçable sur Internet. Mais par contre, donc c'est-à-dire que même le serveur central, il ne sait pas qui a combien et qui échange avec qui. Mais par contre, le serveur central, c'est lui qui garantit, entre guillemets, la valeur de tous les tokens qui sont censés représenter une certaine valeur. Et donc, il peut très bien partir avec la caisse à un moment, et donc il n'y a plus rien pour backer les tokens eCash. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, cette idée a été un peu renouvelée mais avec du Bitcoin plutôt que comme c'était le cas dans les années 90 des dollars. Et donc maintenant, on a des mints qui permettent d'avoir des tokens eCash, mais qui ont une valeur en Bitcoin. Et donc c'est intéressant parce que c'est beaucoup plus facile. Enfin, ça a plein de propriétés intéressantes
quand on compare à du eCash avec du dollar derrière, parce que c'est du Bitcoin, et donc c'est plus programmable, etc. Mais le problème sous-jacent reste le même, c'est que voilà, il faut, voilà, la personne qui a les bitcoins, les vrais bitcoins à la fin, ça reste le serveur central. Et les personnes qui ont des tokens eCash, eux, ils ont juste des sortes de reconnaissance de dette. Et alors après, il y a deux grandes propositions pour essayer de mitiger un peu ce problème, qui sont, je trouve, toutes les deux intéressantes. D'un côté, il y a Fedimint, qui est en gros l'idée, c'est d'avoir, plutôt que d'avoir juste une seule entité qui contrôle le serveur central, entre guillemets, on a une fédération d'entités qui sont en charge de minter et brûler les tokens eCash. Donc l'avantage, c'est que si on a une fédération suffisamment distribuée, ça devient très compliqué de réussir à la corrompre pour faire un exit pour rug pool, etc. Le problème, par contre, c'est que ça rajoute de la complexité parce que ça veut dire qu'il faut un mécanisme de consensus pour que les membres de la fédération se mettent d'accord à chaque fois qu'ils ont besoin de faire évoluer de mint de nouveaux tokens, etc. À l'inverse, un autre paradigme, c'est de faire des mints qui sont très très simples, tellement simples. Donc il y a une seule entité derrière chaque mint, mais par contre les mints sont tellement simples et tellement faciles à faire tourner qu'il peut y en avoir littéralement des centaines de milliers. Et du coup, chaque utilisateur, plutôt que d'avoir tout son argent dans une mint, il va avoir 10% dans telle mint et 10% dans une autre mint, etc. Et donc il va split ses tokens, ses avoirs en eCash sur différentes mints, de sorte à ce que s'il y en a une qui rug pool ou s'il y en a une qui se fait fermer par les autorités ou ou voilà, quoi qu'il se passe, ça affecte qu'une petite partie de ce qu'il a en cash. Donc c'est intéressant, moi je trouve ça intéressant et je trouve notamment que le fait de remettre au goût du jour une vieille idée mais qui était quand même assez intéressante notamment pour le côté confidentialité, mais voir comment ça peut jouer aujourd'hui avec Bitcoin, je trouve ça très intéressant, mais par contre ça reste quand même des solutions qui sont custodiales. Ouais, moi en fait j'imaginais, pardon, juste quelque chose, il y a Science qui a demandé la parole, j'arrive pas à t'accepter, donc c'est un bug de Twitter. Si jamais tu peux peut-être essayer de annuler ta demande et refaire, ou alors quitter et revenir juste après. Voilà. Et donc par rapport aux fédérations, en effet, moi j'imaginais ça plus à l'échelle locale, par exemple d'une municipalité, où une ville, par exemple, pourrait créer sa fédération et tous ses habitants pourraient justement l'utiliser. Et donc ça décentraliserait plus ou moins le réseau. Mais c'est vrai que ça reste quand même, faut faire confiance à sa ville, quoi. Au maire, par exemple. Donc ça reste un point de centralisation qui est en effet problématique. Et du coup, je suis en train de voir. Ouais, mais j'ai toujours... tant pis. Peut-être quand il reviendra. Et donc il avait une autre question à l'écrit. On va peut-être attendre qu'il vienne et il la posera de vive voix. Et donc tu parlais d'un autre problème de liquidité. Donc le deuxième problème que t'as mentionné. Donc le problème de la liquidité entrante. Donc tu disais quand tu crées un canal, en fait, toute la liquidité est de ton côté. Et tu ne peux pas recevoir à partir du moment où t'as créé ton canal. Donc il faut d'abord envoyer pour pouvoir recevoir. Est-ce que pareil, est-ce qu'il y a des solutions pour ça qui peuvent réparer à ce problème? Oui, il y en a plusieurs qui sont plus ou moins accessibles, on va dire, à l'utilisateur, voilà, monsieur tout le monde. Déjà, par exemple, il y a des wallets comme Phoenix ou Breeze qui vont complètement simplifier tout ce process. Et d'ailleurs, si vous utilisez Phoenix, vous n'aurez même pas besoin de savoir ce qu'est un canal. Ou en gros, ça va vraiment, vous allez avoir un vrai nœud Lightning sur votre téléphone, mais
toute la partie gestion des canaux, gestion de la liquidité, etc., ça va être complètement abstrait. Ça va être géré automatiquement par l'application. Et donc, en gros, c'est aussi simple que, voilà, la première fois, vous montrez voilà, un QR code à quelqu'un, il paye, donc ça, il y a une transaction qui a lieu. Alors, ça va devoir toucher un peu du on-chain à un moment, donc la première transaction, elle va peut-être coûter un peu plus cher parce qu'il faut bien ouvrir le canal. Mais ensuite, c'est A5, donc qui est l'entreprise qui propose le wallet Phoenix, qui va ajouter un peu de liquidité entrante, donc c'est-à-dire qu'il va mettre un peu de liquidité. Donc vous allez avoir un canal avec A5, et dans ce canal, vous allez avoir les fonds que vous venez de recevoir pour la première fois qui sont de votre côté, puis un peu plus de fonds qui sont du côté d'A5, comme ça vous allez pouvoir recevoir par la suite d'autres fonds, et ensuite ils vont ajuster la taille du canal de manière dynamique pour que vous puissiez recevoir quand vous avez besoin. Et donc ça, c'est aussi un concept plus large qu'on appelle les Lightning Service Providers, donc de la même manière que vous avez les Internet Service Providers, donc les ISP en anglais, donc les je sais plus comment on dit en français, mais voilà, les fournisseurs d'accès Internet, les FAI. Vous allez avoir les fournisseurs d'accès à Lightning, qui sont voilà en gros souvent des entreprises qui vont vous faciliter un peu la vie sur Lightning, notamment en vous procurant de la liquidité entrante de manière automatique quand vous en avez besoin pour recevoir un paiement. Avec souvent le compromis qui est que ce canal sur lequel il y a la liquidité entrante fournie par le LSP, forcément il est entre vous et le LSP. Donc vous devenez entre guillemets un peu dépendant du LSP pour router vos paiements sur Lightning. C'est-à-dire que si LSP commence à vous censurer, le seul choix que vous avez, c'est de fermer le canal et d'en rouvrir un avec un autre LSP. Mais finalement, ça c'est un problème qui est général sur Lightning avec n'importe lequel des personnes avec qui vous décidez d'ouvrir un canal. Et après, il y a des options aussi pour les personnes qui font tourner leur propre nœud, par exemple sur Umbrel. Et donc il y a par exemple des marketplaces où vous pouvez aller venir louer de la liquidité entrante, c'est-à-dire que vous allez payer un certain montant. Donc, par exemple, si vous voulez avoir 1 million de Satoshi en liquidité entrante, vous allez payer, j'en sais rien, 1000 Satoshi, 10 000 Satoshi. Et en échange, la personne de l'autre côté s'engage à ce que sur le canal qu'il y a entre elle et vous, il y ait voilà, 1 million de liquidité entrante et que le canal il reste ouvert pendant au moins 6 mois, ou voilà, ça dépend un peu des conditions à chaque fois. Et il y a certains mêmes mécanismes, comme ce qu'on appelle les liquidity ads, qui sont développés au sein même du protocole Lightning pour permettre aux nœuds de signaler s'ils sont disposés à fournir de la liquidité en échange d'un paiement. Et donc ça, c'est intéressant aussi parce que le fait que ça soit directement dans le protocole, ça ajoute de la résilience. Il n'y a pas besoin de dépendre de marketplace externes pour pouvoir gérer ce marché de la liquidité sur Lightning. Ouais, du coup, tu as fait un petit résumé des différents portefeuilles. Et en effet, il y a des portefeuilles qui sont semi-custodiales, dans le sens où vous possédez vos clés, mais la gestion du nœud est faite par une entreprise qui, elle, est centralisée et qui marche plutôt bien. Donc, il y a Phoenix, il y a Breeze et d'autres portefeuilles. On va pas non plus rentrer dans les détails là, sinon ce serait beaucoup trop long. Mais voilà. Et du coup, Science, tu avais posé une autre question en commentaire, et si tu en as une autre, n'hésite pas. Maintenant que tu es revenu. Si Twitter ne bug pas. Moi, c'est pas tout à fait directement lié, donc ça pouvait atteindre la fin. J'avais juste demandé les lumières de Fanny sur un sujet qui s'appelle Coin Pools. Savoir s'il pouvait nous démystifier un peu le truc. Alors, je connais pas très très bien, mais de ce que j'ai compris, c'est une proposition de L2 entre guillemets alternative, où pareil, l'idée c'est d'avoir une forme d'UTXO partagée entre un certain nombre d'utilisateurs. De ce que je comprends aussi, il faut des covenants pour avoir des coin pools, donc ça fait partie de ces choses qu'on aimerait bien pouvoir avoir, mais qu'on peut pas avoir pour l'instant en l'état, en tout cas de manière efficace. Mais honnêtement, j'ai pas du tout assez creusé encore pour Ok, pas de souci. C'est juste vu qu'on était dans le sujet
comment scaler. Merci Science pour tes questions. Et du coup, en fait, moi, juste si je peux toucher un petit mot sur justement ce problème de custody sur Lightning, je trouve qu'il y a un petit paradoxe dans le sens où ceux qui dénoncent que Lightning est ne permet pas à tout le monde de détenir ses clés justement et d'utiliser Lightning de manière non custodiale. Ce sont aussi des personnes qui disent oui, mais les gens n'utiliseront jamais Bitcoin parce qu'ils doivent détenir leurs clés et c'est trop compliqué de garder 12 mots. En général, c'est plus ou moins le même profil. Et du coup, c'est deux problèmes en fait et en même temps deux solutions dans le sens où si les personnes ne sont pas capables de gérer leur seed phrase eux-mêmes, justement un service comme par exemple Blink ou Wallet of Satoshi fonctionnera très bien. Mais du coup, en effet, il n'y aura pas, enfin ils auront pas non plus la gestion de leurs clés. Et donc voilà, je voulais juste toucher un petit mot dessus. Et je sais pas si tu veux réagir à ça, sinon je passe à une autre question. Ouais, par rapport à ça, moi justement, c'est là où je trouve que eCash, c'est intéressant. Où en gros, je me dis, admettons que effectivement, il y a des profils pour lesquels le custodial est indispensable. À ce moment-là, l'eCash basé sur Bitcoin et Lightning, ça me paraît être la meilleure forme entre guillemets de custodial, parce que du coup le custodian ne peut pas savoir qui a combien et qui transacte avec qui. Et donc, tu peux très bien avoir des mints eCash qui sont sur lesquels tu as ce qu'on appelle des Lightning Gateway. Donc, en gros, tu as tes tokens eCash et puis après, si tu as besoin de payer quelqu'un qui n'est pas qui fait pas partie de la même mint que toi, et ça va passer par Lightning et tu vas payer en eCash quelqu'un qui a un nœud Lightning et qui est aussi dans la même mine que toi. Donc, il va accepter le token eCash et puis il va payer la personne que tu veux payer en Lightning. Et donc, du coup, tu peux vraiment avoir quelque chose qui fait tout pareil qu'un wallet custodial Lightning, mais sauf que plutôt que d'avoir un système où il y a une base de données quelque part où le custodian il sait exactement qui a combien et qui envoie à qui, là, tu as un système qui est plus intéressant parce que le custodian il sait rien et pour peu que le custodian il gère pas la partie Lightning mais que ça soit des entités indépendantes qui gèrent la partie Lightning, et l'information de qui est-ce que tu payes avec à l'extérieur de la mint avec des tokens, elle est aussi elle est pas du tout aux mains de la mint. Et après il y a un autre paradigme custodial qui est aussi custodial, qui est ce qu'on appelle les hosted channels, qui en gros sont des espèces de canaux Lightning virtuels. Donc en gros, c'est des canaux Lightning, mais sauf qu'il n'y a pas d'UTXO derrière. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet de faire en sorte que ce soit quand tu fais un paiement via un de ces canaux virtuels, en gros, ton canal virtuel, tu l'as avec un provider, mais ce provider, il sait pas qui tu es en train de payer. Donc là aussi, en termes de privacy, c'est intéressant. Donc, admettons que effectivement, pour certaines personnes, ils fassent forcément du custodial. Aujourd'hui, on a des technos qui permettent de faire du custodial avec une très bonne préservation de la vie privée, qui est même, qui est vraiment très intéressante. Et donc, bon, ma foi, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, je pense que ça vaut le coup de faire en sorte que ce soit le custodial le meilleur possible, entre guillemets. On a une question de Allo Crypto qui dit j'aurais une question concernant la transparence des transactions sur Lightning avec ou sans utilisation de son nœud. Donc il dit Electrum dans Phoenix plus Tor. Je sais, il n'y a pas vraiment de question du coup. Je sais pas si tu. Ouais. Alors. Où est-ce qu'il veut en venir? C'est la dernière question. Alors je pense que c'est sur par transparence, est-ce qu'elles sont confidentielles, puisqu'il parle de Tor, etc. Alors, la privacy sur Lightning actuellement, elle est pas très bonne pour la personne qui reçoit et elle est correcte pour la personne qui envoie. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est pas très bonne pour la personne qui reçoit? C'est parce que actuellement, pour recevoir des fonds,
Alors, c'est un peu à nuancer, mais globalement, la manière standard de faire, c'est qu'on va filer, en gros, on va donner l'information à la personne qui nous envoie les fonds de où trouver notre nœud sur le réseau. Et à partir du moment où cette personne, elle a notre nœud, elle peut voir aussi les UTXO sous-jacentes qui permettent d'avoir des canaux. Et à partir de ce moment-là, on revient au mode de confidentialité du on-chain, c'est-à-dire que cette personne peut ensuite s'amuser à suivre un peu les fonds, si jamais je ferme un canal, à suivre où les fonds vont partir, etc. Et donc c'est pas terrible pour le receveur. Alors il y a des moyens d'essayer de pallier ça qui sont soit au point de vue applicatif avec voilà des systèmes pour essayer de se cacher un peu, soit une belle mise à jour qui devrait arriver, je pense, dans pas trop longtemps maintenant, qui même en fait est plus ou moins déployée sur une partie du réseau, qui est le pass blinding et qui permet de justement aux destinataires de se dissimuler, de pas révéler où ils se trouvent sur le réseau. Donc voilà, disons que ça s'améliore assez rapidement. Ça a été identifié vraiment comme un point sur lequel, en fait, pendant un certain temps, il y a eu un peu n'importe quoi qui a été dit, comme quoi Lightning, c'était bien pour la privacy. Ça a ses limites. Une bonne partie des limites sont en train d'être corrigées, d'être améliorées. Il faut aussi voir que ça dépend un peu de ton modèle de menace. C'est-à-dire que si tu supposes que tu es espionné, qu'il y a vraiment des entités assez puissantes qui essayent de traquer tes paiements, c'est tout à fait possible qu'elles elles aient des nœuds Lightning bien positionnés dans le réseau pour essayer de se trouver sur le chemin de tes paiements et pour essayer de voir un peu ce que tu fais. Alors même s'il y a le routage en oignon dans Lightning qui permet de faire en sorte que les nœuds intermédiaires qui routent les transactions ne sachent pas quel est le destinataire final, il y a toujours moyen, avec des heuristiques, d'essayer plus ou moins de deviner ce qui est en train de se passer. Donc c'est pas mal. Je dirais quand même que ça me paraît, la privacy sur Lightning me paraît meilleure que sur Bitcoin on-chain, sans avoir recours à des méthodes un peu sophistiquées. Et qu'en plus elle est en train d'être améliorée de manière assez substantielle. Eh bien, merci pour vos questions et Fanny pour tes réponses. Donc, Science, je crois qu'il y a un petit bug aussi. T'as quitté et tu redemandes la parole. Donc, je pense qu'il va recommencer et revenir. Il a une question. Du coup, peut-être enchaîner le temps qu'il arrive. Et donc, une autre problématique. Il est revenu. Je vais essayer de l'approuver, mais ça marche pas très bien. J'arrive pas du tout à t'accepter, Science. Je suis désolé. Je sais pas si Robin, t'es là dans les parages. Si t'as la possibilité de l'approuver. Ouais, merci beaucoup. Je bug. J'ai bien suivi la partie privacy. Fanny, je te remercie. Pour la question qui a été posée, est-ce que si tu as un nœud, on va dire chez Phoenix, et que tu n'as pas envie en tant que receveur d'être que le LSP et les différents nœuds de routage puissent voir que c'est toi, est-ce que tu n'as pas la possibilité de générer une facture proxifiée là, avec LN Proxy, un truc comme ça? Ouais, effectivement, il y a ça. Alors après, en gros, ce que fait LN Proxy, c'est en gros, ce que tu envoies à la personne qui t'envoie un paiement, donc l'invoice, ça contient l'information qui permet de te trouver sur le réseau. Ce que fait LN Proxy, c'est qu'ils vont faire une invoice qui envoie les fonds à leur nœud, et après, ils vont t'envoyer les fonds à ton tour, à leur tour vers toi. Donc le tout est fait de manière à ce que ce soit atomique, c'est-à-dire que LN Proxy ne peut pas se barrer avec les fonds au milieu, ils sont obligés de te les envoyer, ou sinon ils ne peuvent pas les récupérer. Donc c'est vraiment un moyen de te dissimuler par rapport à la personne qui t'envoie les fonds. Mais par exemple, par rapport à ton LSP, mécaniquement, c'est très compliqué parce que c'est vraiment ton point d'accès à Lightning. Donc à chaque fois que tu vas recevoir des sous, ça va être eux le dernier hop nécessairement avant toi. Donc par contre,
ce qui est possible, c'est que le LSP ne sache pas, enfin normalement c'est le cas d'ailleurs, le LSP il n'est pas censé savoir d'où viennent les sous. Mais par contre, effectivement, ils vont voir que tu as reçu tant à telle date parce que c'est forcément eux qui sont le dernier saut sur le chemin qui mène jusqu'à toi. Super. Merci encore pour Science pour tes questions. Ça apporte du contenu. donc merci. La semaine dernière aussi, tu avais été là, donc n'hésitez pas aussi dans l'audience si vous voulez monter et si ça bug pas, on vous laissera poser vos questions. Dernier point parce que je voulais vraiment faire 1 heure et au final on a largement dépassé. Je voulais aussi parler de la centralisation de la liquidité, qui est un problème que tu as mentionné rapidement. Quel est l'état actuel de cette liquidité justement, et si t'en sais un peu plus, déjà est-ce qu'on a accès à tout, même si, moi personnellement je connais, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que la liquidité justement est répartie et gérée en général sur le réseau? Ouais, complètement. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que donc quand on parle de liquidité, donc c'est des bitcoins qui sont déposés dans des canaux, mais celle qu'on peut facilement auditer, c'est ce qu'on appelle la liquidité publique, qui est donc celle qui est dans des canaux qui ont été annoncés sur le réseau. Parce que quand on ouvre un canal Lightning, on a le choix entre l'annoncer sur le réseau Lightning, et donc en gros, c'est on dit qu'on a ouvert un canal, et comme ça, les autres sont au courant qu'il est là, et ils peuvent éventuellement faire passer leur paiement par ce canal. Donc c'est ce que font les nœuds qui veulent faire du routage de transactions pour toucher des frais de transaction. Ils vont annoncer leurs canaux pour que les gens sachent qu'ils peuvent passer par là. Mais tu peux aussi ne pas annoncer le canal que tu ouvres. Et à ce moment-là, il est connu que de toi et de la personne avec qui tu le partages. Et donc forcément, on n'a pas accès du point de vue public, juste en ayant un nœud sur le réseau et en écoutant ce qui se passe. On peut pas deviner, on peut pas savoir où est-ce qu'il y a des canaux privés, ni combien il y a d'argent dessus. Donc ça, c'est juste pour nuancer un peu quand on parle de capacité sur Lightning, c'est la capacité publique nécessairement, parce qu'on n'a pas accès à la privée. Et ensuite, donc tu parlais de la concentration, effectivement. Ce qu'on observe, et c'est voilà, là il faut pas se mentir, il y a effectivement des très gros nœuds, donc des sortes de hubs qui concentrent beaucoup de canaux et beaucoup aussi de gros canaux avec une bonne part de la capacité totale du réseau. Et finalement, c'est un peu comme souvent d'ailleurs une espèce de compromis entre avoir un réseau de paiement qui est efficace, qui marche, qui marche voilà tout le temps, quoi. Donc en gros qu'on ait 99% de paiements qui réussissent. Et donc ça, c'est quand on a des gros nœuds qui sont tenus par des professionnels sur du gros hardware, etc., qui s'en occupent bien, etc., qui maintiennent bien les nœuds, qui s'occupent des canaux comme il faut pour en ouvrir des nouveaux quand il y a besoin, etc. Versus le fait d'avoir un réseau plus organique, plus décentralisé, mais du coup qui est aussi un peu plus amateur, et donc où on a finalement une qualité de service qui peut-être est un peu moindre. Et je pense que ce qu'il faut, c'est avoir les deux, parce que le fait d'avoir la possibilité, le fait d'avoir cette espèce de réseau amateur qui existe, ça garantit que si jamais le réseau entre guillemets professionnel devient inutilisable pour X ou Y raison, par exemple vous tenez vraiment à votre vie privée sur Internet et il y a une loi qui passe en Europe, imaginons, au hasard, qui requiert obligatoirement que les prestataires de services sur Lightning fassent du KYC pour acheminer les transactions. À ce moment-là, le seul choix qui s'offre à vous, c'est de passer plutôt par le réseau amateur, entre guillemets, donc par les nœuds de Lightning qui sont tenus par des gens comme vous et moi. Et voilà. Et finalement, à mon avis, la répartition des capitaux actuellement, elle illustre un peu le fait que on est dans une période où Lightning n'est pas trop attaqué. Et donc, le but, c'est d'avoir ce que les gens veulent maintenant, c'est avant tout un réseau de paiement sur lequel ils peuvent compter, qui fonctionne bien, avec, comme je le disais, voilà, très peu de paiements qui échouent, etc., et où ça va vite.
Et donc, c'est plutôt un réseau voilà, qui est tenu par des professionnels, etc. Mais voilà, ce qui est très fort et ce qui est très intéressant, c'est que c'est toujours possible et c'est ça existe quoi. Il y a encore beaucoup de nœuds qui sont tenus par de nœuds plus petits qui sont tenus par des amateurs. Et quand je dis nœuds plus petits, c'est aussi nœuds plus petits par rapport aux mastodontes que sont certains nœuds professionnels avec des centaines de bitcoins dessus, mais il y a des nœuds petits, entre guillemets, avec juste 10 bitcoins qui sont tenus par, par des gens un peu, entre guillemets, normaux, des bitcoiners qui sont là depuis longtemps, etc. Mais donc, ce qui est très intéressant, c'est contrairement à un réseau comme Visa, par exemple, où c'est impossible, sans être autorisé par le board de Visa, de faire partie du réseau. Là, n'importe qui peut faire tourner un nœud et faire partie du réseau. Et tu parlais d'Umbrel tout à l'heure, et c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais il y a vraiment eu, quand Umbrel était vraiment, comment dire, tendance, entre guillemets, quoi, il y a vraiment eu un mouvement avec plein de gens qui faisaient tourner leur nœud Lightning sur des Raspberry Pi. Il y avait le mouvement Plebnet, qui existe encore, hein, mais qui était un peu plus important à l'époque, avec des gens qui se connectaient entre eux pour créer des routes dans le canal Lightning, dans le réseau Lightning, etc. Donc effectivement, il y a un sujet de centralisation, mais le fait que n'importe qui puisse ouvrir des canaux s'il y a besoin pour contourner des points de censure, ça me paraît être une mitigation raisonnable à ce problème-là. Donc il y a de la centralisation pour un besoin d'efficacité, mais d'un autre côté, on peut toujours passer par les... Il y a les autoroutes, mais on peut toujours passer par la départementale si jamais elle est bouchée. Très très bon, très bonne image. Mais ouais, en gros, moi la manière dont j'imagine cette centralisation de la liquidité, c'est un peu la même chose qu'avec la centralisation du mining, dans le sens où c'est deux activités qui coûtent relativement cher en moyens, enfin en énergie et en liquidité, etc. En hardware aussi, même si c'est quand même beaucoup moins conséquent. Et comment dire, la centralisation, en effet, il y a une centralisation comme on pouvait l'avoir il y a quelques années sur le mining en Chine, par exemple, mais avec la démocratisation du Bitcoin, de Bitcoin et de son utilisation, je pense qu'on aura aussi une décentralisation de cette liquidité et donc au lieu d'avoir un gros nœud A5 qui est hébergé, je sais pas si c'est en France ou en Europe, on aura peut-être plein de gros nœuds du même style dans plein d'endroits différents. Et donc, cette centralisation sera mitigée, même si ce sera quand même relativement centralisé. Et en effet, donc tu as mentionné tout à l'heure, il y a aussi le Lightning Network Plus qui permet à tout utilisateur de pouvoir se connecter à des non pas des inconnus, mais d'autres utilisateurs du Lightning Network pour pouvoir décentraliser encore plus le réseau. Et donc au final, en effet, c'est une problématique qu'il faut quand même garder en tête, surtout si vous utilisez un portefeuille custodial ou semi-custodial comme Phoenix, mais qui, je pense, à long terme, sera mitigé. Et je sais pas, est-ce que toi aussi tu vois une mitigation, je sais pas comment on dit ça. Un peu de la même manière, quand on parlait des mints eCash tout à l'heure, on disait qu'effectivement, une clé, c'est qu'il y ait beaucoup de mints différentes, etc. Là, c'est un peu pareil avec les fournisseurs de liquidités, avec les LSP. D'ailleurs, il y a une spécification LSP qui est en cours d'écriture, mais assez avancée, pour justement faire en sorte qu'il y ait un standard commun, pour qu'il puisse y avoir des centaines, des milliers de LSP, et que tu puisses avoir des wallets où tu peux avoir plusieurs LSP dans le même wallet. Comme ça, t'as 3 canaux, mais chacun avec un LSP différent. Comme ça, si on a un qui pose problème, t'as toujours les deux autres, etc. Donc c'est vraiment la centralisation, elle tient aussi au fait qu'on est encore beaucoup au début. Voilà, on verra après ce que ça va donner, parce que il y a quand même des forces centralisatrices, parce que c'est toujours plus efficace quand c'est plus centralisé. Mais je pense vraiment que voilà, la direction que ça prend, en tout cas, me paraît plutôt être favorable à de la décentralisation, y compris du point de vue des LSP aussi. Ouais, carrément. Pour le coup, je suis complètement d'accord. Je vais pas te contredire dessus. Et
Donc ça fait déjà 1 heure et demie qu'on a commencé. Donc bah, merci beaucoup à tous déjà d'être passés. Est-ce que si quelqu'un veut ajouter quelque chose, poser une question, n'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, en fait, il y a plein de sujets que j'aimerais à aborder qui sont en rapport avec Lightning avec toi, mais si on se lance dans d'autres débats, ça va être un peu trop long et on va vraiment dépasser. On va atteindre les 2 heures rapidement. Donc du coup, je vois que Science a une question. Et vas-y. T'as déjà parlé. Allez, c'est la dernière pour la route. Vu que ce premier épisode, j'ai l'impression qu'il y en aura plusieurs. Vu que ce premier épisode, il démystifie un peu Lightning pour les nouveaux utilisateurs, peut-être un peu sous cet angle-là. Est-ce que tu peux aussi parler des trucs un peu chiants qui peuvent arriver, notamment les force close inopinées de canaux. Voilà, moi ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas si tu peux nous éclaircir en quelques secondes avant de prendre ton repos mérité, Fanny. Ouais, mais effectivement, quand vous avez un canal, ça peut arriver qu'il y ait une fermeture forcée alors que vous étiez en ligne. Et ça peut arriver pour toute une variété de raisons, mais par exemple, il y avait eu, alors pas dans les derniers gros FISPAX, donc ça doit faire bientôt 1 an, je pense que c'était arrivé, mais il y avait eu une grosse vague de fermeture forcée à cause de, on peut dire que c'était des bugs. En gros, ce qui est prévu dans le protocole, c'est que quand deux nœuds n'arrivent pas trop à s'entendre sur les frais de transaction on-chain, mais donc du coup ça se répercute sur la vie du canal, du coup ils doivent fermer le canal. Et donc c'est arrivé que LND et Core Lightning ils divergeaient beaucoup à un moment donné sur les frais de transaction, sur la manière dont ils les voyaient, et donc du coup ça a mené à des force closes. Donc effectivement c'est aussi même si ça fait maintenant quand même quelques années qu'on commence à avoir un réseau Lightning qui tourne, il y a toujours régulièrement des bugs. Alors le fait d'avoir plusieurs implémentations en plus, ça fait que parfois il peut y avoir des bugs entre implémentations, même si elles restent intercompatibles, mais voilà, il y a des petits problèmes de temps en temps. On voit que c'est encore en développement. Top, merci pour tes questions encore une fois, Science. Et ouais, du coup, comme tu l'as dit, c'est le but, comme on commence, c'est que le deuxième épisode de cette émission, donc je voulais vraiment démystifier le sujet du Lightning Network parce que j'entends beaucoup autour de moi que justement le Lightning Network ne fonctionne pas, et quand je montre l'historique des transactions que je fais, que j'utilise beaucoup le Lightning Network, les gens me disent ils font des blagues en disant t'es le seul t'es le seul qui fait tout le volume du réseau, etc., etc. Donc, je voulais vraiment revenir dessus de la même manière que la semaine dernière, on a reçu Agelex et c'était aussi le même but de remettre un peu la vérité sur ce qui se passe au Salvador et de nuancer cette adoption. Donc là, j'espère que on a pu démystifier pas mal les choses, et donc on reviendra sûrement. C'est sûr qu'on reviendra sur le sujet du Lightning Network, sûrement dans des épisodes plus poussés une prochaine fois. Donc potentiellement plus tard faire venir une ou deux personnes, dont Fanny ou d'autres. Je vois qu'il y a des personnes qui sont assez calées sur le sujet, qui sont dans l'audience et qui nous écoutent. Donc vous n'avez pas appris beaucoup de choses aujourd'hui, mais peut-être une autre fois on essaiera de faire quelque chose un peu plus précis. Il y a plein de sujets que je voulais aborder ce soir, mais ce ne sera pas possible. Je pense qu'il vaut mieux arrêter ici. Donc voilà, Fanny, si tu veux avoir touché le mot de la fin, je te laisse le micro. Ouais, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Effectivement, il y a cet effet un peu où les gens de l'extérieur ne voient pas tout ce qui se passe dans Lightning, alors que voilà, ça fonctionne. Il y a même pas mal d'activités, à vrai dire. Il y a de plus en plus d'utilisateurs. Alors c'est sûr que voilà, il n'y a pas de token pour faire de l'argent rapide et facile, mais on a des idées, voilà. Et encore merci pour l'invitation. Et allez lire la newsletter, le blog de Fanny. Moi, je lis chaque numéro. C'est le meilleur moyen d'être à jour sur absolument tout ce qui se passe sur Lightning ou Connex.
En effet, Fanny, c'est un super site. Il y a un peu de tout. Ça parle aussi beaucoup enfin, évidemment beaucoup du Lightning Network, mais il y a un peu de tout. Il y a même des poèmes et des écritures en tout genre. Et c'est très intéressant pour ceux qui maîtrisent l'anglais. Il y a une version française aussi, non? Tu traduis tous tes articles? Pas tous. Ok. Et là, d'ailleurs, ça fait quelque temps. Il y a des articles qui sont sur le blog de LN Markets, mais que j'ai pas encore. Faut juste faire des copier-coller, mais qui sont pas encore sur mon blog perso. Mais voilà, effectivement, de temps en temps, certains trucs sont traduits en français aussi. Ouais. Ok. Ouais, et puis les poèmes à la fin, c'est un bonbon. Moi, j'attends avec impatience les nouveaux numéros pour le poème, je les collectionne. Ouais, non, ils sont vraiment bien. J'en ai lu quelques-uns et ils sont vraiment bien. Je vous invite à aller voir ça. Sinon, évidemment, je vous invite à aller voir la formation de Fanny, qui est disponible dans les posts épinglés, qui est disponible sur planb.network, qui va beaucoup plus dans les détails. Donc, pour ceux qui voudraient approfondir le sujet à partir de cette introduction, n'hésitez pas. Autre chose avant de clôturer, faites un tour sur, pareil sur le premier épinglé que je vous ai mis. Il y a deux liens, principalement surtout le lien du Discord si vous voulez rejoindre et écrire UTXO, donc les 4 lettres UTXO dans n'importe quel chan de Discord et ça vous donnera directement accès à une discussion privée où seules les personnes qui écoutent les épisodes de pair à pair. Donc là, on a le deuxième, auront accès à ce chan-là. Donc venez, on va discuter de l'émission et de plein de choses. Ce sera un peu la partie BTC Maxi de Cryptost, un peu underground. Donc voilà, je vous attends là-bas. Et merci encore une fois, Fanny. Merci à tout le monde d'être passé. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et donc, rendez-vous sur Discord si vous voulez savoir en avance, en exclu, qui ce sera. Bref, merci beaucoup, Fanny. Et je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Marius. Merci tout le monde. Et bonne soirée. Ciao, merci à tous.